quelque chose de brutal vient de se produire dans le nord de la mer d'Arabie. Et les conséquences ne s'arrêteront pas à Ormuz. Elles atteindront Pékin, elles atteindront Téhéran, et elles redessineront l'ordre maritime qui encadre le commerce mondial depuis 40 ans. Le matin du 19 avril 2026, la marine des États-Unis a fait quelque chose qu'aucun analyste sérieux ne croyait Washington prêt à faire après 6 heures complètes d'avertissement radio, 6 heures d'instruction navale officielle, 6 heures pendant lesquelles un cargo battant pavillon iranien, appelé le MV Tuska, a refusé de s'arrêter, a refusé de répondre, a refusé de modifier son cap, et a continué d'avancer dans le nord de la mer d'Arabie à 17 nœuds en direction de Bandar Abbas. Comme si la marine la plus puissante de la planète ne se trouvait pas directement sur sa route, le destroyer lance-missile USS Prudence a ouvert le feu sur la salle des machines. En quelques minutes, des marines américains de la 30 et une unité expéditionnaire sont descendus en rappel rapide depuis des hélicoptères lancés à partir du navire d'assaut amphibie USS Tripoli jusque sur le pont du Tuska. Le navire a été neutralisé, l'équipage et le capitaine ont été arrêtés, les conteneurs ont été verrouillés, et ce que les États-Unis ont trouvé à l'intérieur de ces conteneurs se trouve maintenant sous garde américaine, en cours d'analyse, dans des laboratoires que le Pentagone ne veut même pas identifier publiquement. 2 jours plus tard, le 20 et 1 avril, c'était à la télévision dans le monde entier. Avant d'aller plus loin, posez-vous une question simple. Pourquoi le capitaine du navire Tuska a-t-il refusé 6 heures d'avertissement provenant d'un destroyer de la marine américaine ? Pourquoi un navire commercial choisirait-il de voir sa salle des machines neutralisée par des tirs navals plutôt que de faire demi-tour et rentrer chez lui ? La réponse est enfouie dans les conteneurs que les marines américains viennent de sécuriser. Et elle dit tout sur ce qui se passe réellement entre la Chine, l'Iran et la chaîne mondiale d'approvisionnement en missiles balistiques depuis 4 décennies. Selon des données de suivi maritime compilées par la firme mondiale de renseignement Kepler et vérifiées par Reuters, Newsweek et The Washington Post, le voyage du Tuska n'était pas une liaison commerciale de routine. C'était une opération d'approvisionnement en armes chorégraphiées avec précision. Le navire a quitté le port iranien de Shahid Raja'i le 22 février 2026, seulement 6 jours avant le début officiel de la guerre entre l'Iran, Israël et les États-Unis. Il a traversé le détroit de Malacca au début du mois de mars. Il a fait escale au port de Gaolan à Zhuhai sur la côte sud-est de la Chine le 9 mars. Il s'est ensuite rendu au port de Taikang, au nord de Shanghai, le 25 mars, avant de retourner à Gaolan les 29 et 30 mars pour charger des conteneurs. De là, il s'est arrêté au mouillage de Port Klang, en Malaisie, les 11 et 12 avril, dans une manœuvre que les analystes maritimes identifient comme un transbordement de navire à navire classique, utilisé précisément pour dissimuler l'origine de la cargaison. Puis, avec ses conteneurs entièrement chargés, il a commencé sa traversée du golfe d'Oman vers Bandar Abbas, le principal port naval et commercial iranien. C'est alors que l'USS Prudence l'a repéré. C'est alors que les avertissements ont commencé. C'est alors que le capitaine a décidé que peu importe ce qu'il transportait, cela valait le risque de voir sa salle des machines déchiquetée par des tirs navals de 5 pouces. La question de la cargaison est importante parce que c'est plus une question. Selon Reuters, qui cite des sources américaines de sécurité maritime, le Tuska transportait ce que Washington classe comme des articles à double usage, l'euphémisme diplomatique pour désigner des matériaux qui ont des couvertures civiles, mais des usages finaux-militaires. The Washington Post a identifié le port de Gaolan, à Zhuhai, comme un point de chargement connu pour le perchlorate de sodium, le principal précurseur du perchlorate d'ammonium, qui est l'oxydant utilisé dans le propergol solide des fusées. Selon une analyse publiée par The Telegraph et rapportée par plusieurs médias occidentaux, 5 cargaisons précédentes parties du même port à bord de navires de l'IRISL nommés Hamuna, Barzan, Shabdis, Ryan et Sardis ont déjà livré assez de perchlorate de sodium à l'Iran. Depuis le début des hostilités le 28 février, cela permettrait de produire du propergol pour environ 785 missiles balistiques supplémentaires. C'est assez de carburant pour soutenir des cadences de lancement iraniennes de 10 à 30 missiles par jour pendant environ un mois complet.
Le perchlorate de sodium est le produit chimique fondamental qui alimente les familles de missiles iraniens Fatah, 1-1-0, Zolfaghar, Khaybar-Shekan, Hajkazem et Fatah. Ce sont les mêmes missiles qui ont frappé des infrastructures pétrolières saoudiennes, des bases militaires américaines à travers le Golfe et des infrastructures civiles à l'intérieur d'Israël depuis mars 2026. Sans ce seul produit chimique, ces missiles ne peuvent pas être produits à grande échelle. Sans ces missiles, toute la posture de dissuasion iranienne contre Israël et les États du Golfe commence à s'effondrer. Et le TUSCA, selon les évaluations convergentes du commandement central des États-Unis, du département du Trésor et de l'ancienne ambassadrice aux Nations Unies Nikki Haley, tentait d'ajouter à ce stock pendant que un cessez-le-feu négocié par les États-Unis était techniquement encore en vigueur, pendant que le vice-président J.D. Vance se préparait à se rendre à Islamabad pour une deuxième ronde de pourparlers de paix, pendant que toute l'architecture diplomatique de la bonne négociation reposait sur l'hypothèse que l'Iran négociait de bonne foi. Regardez maintenant le moment choisi par Pékin dans la même fenêtre, parce que la contradiction entre la posture publique de la Chine et son comportement apparent est si flagrante qu'aucune déclaration diplomatique émise par un ministère des Affaires étrangères ne peut la masquer. Selon un reportage de Bloomberg de la mi-avril 2026, le président chinois Xi Jinping a personnellement téléphoné au prince héritier saoudien Mohammed Ben Salmaneh et lui a dit que le détroit d'Ormuz devait rester ouvert en tant que voie navigable internationale et que cela était dans l'intérêt commun des pays de la région et de la communauté internationale. Bloomberg a décrit cette déclaration comme la prise de position publique la plus explicite de Xi contre une fermeture iranienne du détroit depuis le début de la guerre. La position officielle de la Chine, livrée directement aux dirigeants du plus important État producteur de pétrole sunnite du Golfe, était qu'Ormuz devait rester ouvert et que la navigation commerciale devait être protégée. Et simultanément, le 15 avril, seulement 4 jours avant la saisie du TUSCA, Trump a révélé lors d'une entrevue à Fox Business qu'il avait personnellement écrit à Xi Jinping pour demander à Pékin de ne pas fournir d'armes à l'Iran pendant le conflit. La Maison-Blanche a confirmé le même jour que Xi avait assuré Trump par écrit que la Chine ne fournirait pas d'armes. 4 jours plus tard, l'USS Prudence a tiré sur un navire qui avait chargé des conteneurs dans un port chinois, identifié par The Washington Post comme un centre de perchlorate de sodium, tout en naviguant sous pavillon iranien vers un port militaire iranien. Soit Xi ne savait pas ce qui était chargé à Gaolan, auquel cas le gouvernement central chinois ne contrôle pas réellement les réseaux d'approvisionnement qui opèrent en son nom, soit Xi le savait, auquel cas il a menti directement par écrit au président des États-Unis. Les deux interprétations sont catastrophiques pour la crédibilité diplomatique de Pékin. Les deux interprétations sont maintenant analysées en temps réel à Washington, à Riyad, à Tel Aviv et dans chaque capitale du Golfe qui a passé les 2 dernières décennies à tenter d'équilibrer ses liens économiques avec la Chine et ses garanties de sécurité américaines. La réponse de Pékin à la saisie du TUSCA a été immédiate, prévisible et révélatrice dans ses contradictions. Le 20 et 1 avril, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wu Jiakun, a été interrogé directement lors d'un point de presse régulier pour savoir si le TUSCA transportait des précurseurs de carburant pour fusées chargées en Chine. Sa réponse a été soigneusement formulée pour ressembler à un démenti sans en être vraiment un. À ma connaissance, a-t-il déclaré, il s'agit d'un porte-conteneur battant pavillon étranger. La Chine s'oppose à toute association malveillante et à toute exagération de cette question. Dans le même cycle médiatique, le ministère des Affaires étrangères a séparément exprimé ce qu'il a décrit comme une préoccupation concernant l'interception par les États-Unis d'un navire commercial iranien. Donc la position officielle de Pékin, livrée dans la même fenêtre de 48 heures, était que le navire n'avait rien à voir avec la Chine, mais que la Chine était préoccupée par la saisie du navire. 2 déclarations du même ministère dans le même cycle d'actualité. La contradiction n'est pas une erreur de traduction, c'est le son, sans équivoque, d'un ministère des Affaires étrangères contraint d'occuper simultanément 2 positions incompatibles, parce qu'aucune des 2 ne peut survivre seule. Et
Pendant que Pékin peinait à construire cette posture diplomatique impossible, la cargaison du Tuska restait sous garde américaine et Trump demeurait en possession de preuves qu'il pourrait rendre publiques au moment du levier stratégique maximal. Ce moment n'est pas encore venu, mais les preuves sont désormais permanentes et les conséquences pour la Chine, pour l'Iran et pour l'ordre maritime mondial ne font que commencer. Pour comprendre pourquoi cette seule opération d'abordage dans le golfe d'Oman représente quelque chose de fondamentalement différent de toutes les escalades précédentes dans cette guerre, il faut comprendre l'histoire de 4 décennies de coopération militaire entre Pékin et Téhéran que la saisie du Tuska vient maintenant d'exposer publiquement. La relation n'a pas commencé en 2026. Elle n'a pas commencé avec l'initiative des nouvelles routes de la soie. Elle n'a pas commencé avec le partenariat stratégique global de 25 ans que la Chine et l'Iran ont officialisé en 2020 et 1. Elle a commencé en 1980, dans les premiers mois de la guerre Iran-Irak, lorsque la République populaire de Chine a commencé à fournir des armes à la République islamique à une échelle qui allait façonner tout l'équilibre des forces dans le golfe Persique pendant les 40 années suivantes. À la fin des années 1980, la Chine avait transféré à l'Iran des missiles balistiques tactiques CS-8, les mêmes missiles qui deviendraient plus tard la base technologique du programme Tondar iranien. La Chine a aussi transféré la technologie des missiles de croisière antinavire Shui 102, dont des copies sont maintenant entre les mains de la milice Houthi au Yémen, où elles ont été utilisées pour attaquer la navigation commerciale en mer Rouge tout au long de 2024 et 2025. La Chine a également transféré la technologie des missiles antinavires Silkworm, des transferts qui ont déclenché des sanctions américaines directes au début des années 1990, précisément parce qu'ils représentaient un cas clair de transfert de capacité militaire déguisé sous une couverture commerciale civile. Aucun de ces transferts n'a jamais été complètement arrêté. De nouvelles entreprises chinoises ont remplacé celles qui étaient sanctionnées. De nouvelles routes maritimes ont remplacé celles qui étaient interceptées. De nouvelles structures de sociétés, écrans, ont remplacé celles qui étaient exposées. La relation d'approvisionnement s'est poursuivie sous la surface, s'adaptant à chaque couche de pression internationale jusqu'à ce qu'en 2026, l'architecture reliant les ports chinois au programme militaire iranien soit devenue l'un des réseaux d'évasion des sanctions les plus sophistiqués jamais construits. Le rôle précis du Tuska dans ce réseau est maintenant une question de dossier public. Le navire fait partie de l'Islamic Republic of Iran Shipping Lines, connue sous le nom d'IRIS, une société d'État que le département du Trésor des États-Unis a officiellement désignée comme la compagnie maritime privilégiée pour les activités de prolifération et les agents d'approvisionnement de l'Iran. Le Trésor a imposé des sanctions à l'IRIS en 2019, précisément parce que ces navires avaient été documentés transportant des articles destinés au programme de missiles balistiques de l'Iran. Le Tuska n'est pas un opérateur commercial marginal. C'est un actif connu d'un réseau de prolifération sanctionné, opérant sous contrôle direct de l'État iranien, qui tentait de franchir un blocus naval américain avec une cargaison chargée dans un port chinois que The Washington Post avait déjà identifié comme un centre d'approvisionnement en précurseurs de missiles. Charlie Brown, ancien officier de la marine américaine et conseiller principal de l'organisation United Against Nuclear Iran, a déclaré au Wall Street Journal le 20 avril 2026 que le Tuska transportait quelque chose de valeur pour l'Iran. Cela devait valoir le risque d'essayer de franchir le blocus, a-t-il dit, mais ils ont mal choisi. Cette phrase « ils ont mal choisi » résume le calcul stratégique que les dirigeants iraniens ont fait lorsqu'ils ont envoyé le navire. Téhéran a estimé que la cargaison était assez importante pour risquer une confrontation ouverte avec la marine américaine. Téhéran a estimé que la couverture politique fournie par le port de chargement chinois et l'escale de transbordement en Malaisie suffirait à dissuader une interception américaine. Téhéran a estimé que les complications diplomatiques liées à la saisie d'un navire ayant des liens commerciaux chinois dissuaderaient l'administration Trump d'agir. Les 3 évaluations étaient fausses. Le Spruance a tiré quand même. Les marines sont montées à bord quand même. La cargaison est maintenant entre les mains du département du Trésor, quand même. Et chaque hypothèse sur laquelle la chaîne d'approvisionnement Iran-Chine a fonctionné au cours de la dernière décennie vient d'être invalidée en une seule matinée.
Les implications géopolitiques de cette invalidation se répercutent dans tous les théâtres où la puissance maritime chinoise est actuellement mise à l'épreuve. Pékin a passé plus d'une décennie à soutenir, publiquement et à travers l'architecture de l'initiative des nouvelles routes de la soie, qu'il construisait un réseau logistique mondial alternatif indépendant de la domination navale américaine. Les investissements chinois dans les infrastructures portuaires, de Gwadar au Pakistan à Hambantota au Sri Lanka, du port Khalifa aux Émirats arabes unis au Pirée en Grèce, de Mombasa au Kenya, à Djibouti, à l'entrée de la mer Rouge, ont été présentés aux pays hôtes comme des projets de développement commercial qui diversifieraient leurs économies loin des systèmes financiers occidentaux. Le sous-texte stratégique a toujours été différent. Pékin construisait des infrastructures physiques qui permettraient aux navires commerciaux chinois, puis éventuellement aux navires militaires chinois, d'opérer le long de routes qui ne passeraient pas par des points d'étranglement contrôlés par les Américains. La saisie du Tusca vient maintenant de démontrer en une seule matinée d'action navale que tout ce cadre stratégique comporte une vulnérabilité fatale. Le navire n'a pas été arrêté dans les eaux territoriales américaines, il n'a pas été arrêté à l'intérieur d'une zone d'exclusion formellement déclarée, il a été arrêté dans les eaux internationales du golfe d'Oman parce que le renseignement américain l'avait suivi depuis son port de départ, avait surveillé sa route à travers l'océan Indien, avait évalué la probabilité de sa cargaison et avait décidé que le moment opérationnel était propice à l'interception. Peu importe où va un navire lié à la Chine, le renseignement naval américain peut le trouver. Peu importe où il est trouvé, la puissance navale américaine peut l'arrêter. La géographie change du détroit de Malacca au canal de Bachi, du canal du Mozambique au Bab el-Mandeb. Le résultat, lui, ne change pas. Les investissements chinois dans des ports étrangers n'isolent pas les opérations commerciales chinoises de l'interdiction américaine. Les relations diplomatiques chinoises avec les pays de transit ne protègent pas les cargaisons chinoises contre les abordages américains. L'architecture alternative existe sur papier, la capacité américaine de la perturber existe dans les faits. La dimension économique de cette exposition est aussi sérieuse que la dimension militaire. Et elle frappe Pékin exactement au moment où Pékin peut le moins se le permettre. Selon des données énergétiques de l'État chinois et des vérifications effectuées par plusieurs analystes occidentaux, environ 42% des importations totales de pétrole brut de la Chine proviennent des 6 États du Conseil de coopération du Golfe. Le volume des échanges commerciaux chinois avec les seuls Émirats arabes unis dépasse 90 milliards de dollars américains par année. Les investissements chinois dans les infrastructures régionales, y compris des participations majeures dans le port Khalifa, à Abu Dhabi, dans le portefeuille de mégaprojets de Vision 2030 en Arabie Saoudite et dans le développement de champs pétroliers irakiens, représentent des centaines de milliards de dollars en capital engagé qui ne produit des rendements économiques que lorsque le Golfe Persique fonctionne comme un environnement commercial stable. Chaque missile iranien qui frappe une infrastructure saoudienne endommage le rendement des investissements chinois. Chaque drone Shahed qui frappe une installation émiratie détruit de l'équipement dans lequel des entreprises chinoises détiennent des intérêts financiers. Chaque jour où le corps des gardiens de la révolution islamique continue de perturber le transit par Ormuz, la Chine perd simultanément des revenus commerciaux dans plusieurs secteurs. Et voici la contradiction à laquelle Pékin ne peut pas échapper. La même production de missiles iraniens que la cargaison du Tusquet est apparemment destinée à soutenir est la production qui détruit la valeur des investissements chinois à travers le Golfe. La relation de la Chine avec l'Iran nuit maintenant activement à la relation de la Chine avec les monarchies du Golfe qui fournissent 42% du pétrole brut chinois. Il n'existe aucune formulation diplomatique permettant de résoudre cette contradiction sans forcer Pékin à choisir entre Téhéran et Riyad. Et chaque choix que Pékin fera à partir de maintenant sera décortiqué par chaque État du Golfe, chaque importateur d'énergie asiatique et chaque assureur maritime de l'industrie commerciale mondiale. Le problème des raffineries indépendantes rend l'exposition économique chinoise encore plus aiguë. Selon des analystes de l'industrie et des reportages de Reuters, les petites installations indépendantes de transformation concentrées dans la province du Shandong
connue collectivement sous le nom de raffinerie, dite TEPCO, représente environ 25% de la capacité totale de raffinage de la Chine. Ces raffineries ont été construites autour d'un modèle économique précis qui s'est maintenant effondré. Elles transformaient du brut iranien sanctionné, acheté à bas prix, avec de lourds rabais qui n'étaient pas disponibles par les canaux légitimes du marché. Le rabais était toute la marge bénéficiaire. Lorsque le blocus naval des États-Unis a coupé l'approvisionnement en brut iranien à rabais à la mi-avril, ces raffineries ont été forcées de concurrencer pour du brut de remplacement sur le marché mondial ouvert, au prix commercial complet. Leurs marges ne se sont pas comprimées. Elles ont disparu. Des marges sous zéro dans un quart de la capacité de raffinage de la Chine ne produisent pas un ajustement énergétique gérable. Elles produisent une crise industrielle qui arrive en même temps qu'une crise de l'emploi dans le Shandong, l'une des provinces les plus industrialisées de la République populaire. Les réserves pétrolières stratégiques de la Chine, estimées à environ 39 milliards de barils, peuvent couvrir environ 120 jours de consommation nationale aux taux actuels. Pékin a déjà pris des mesures pour protéger le marché intérieur en interdisant les exportations de carburants raffinés. Mais les réserves stratégiques ne sont pas conçues pour remplacer des chaînes d'approvisionnement continues. Elles sont conçues pour fournir un coussin pendant une crise temporaire. L'interception du Tuska, combinée à un blocus américain plus large des ports iraniens, transforme maintenant ce que Pékin traitait au départ comme une crise temporaire en un problème structurel sans voie de résolution évidente. L'axe trilatéral Russie-Chine-Iran, que les analystes occidentaux décrivent depuis 3 ans comme le pôle alternatif de l'ordre mondial, se fracture maintenant visiblement sous les pressions particulières que la saisie du Tuska a exposées. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, est apparu au forum diplomatique d'Antalya à la mi-avril 2026 et a condamné le blocus américain comme illégal. Il a défendu les droits nucléaires revendiqués par l'Iran. Il a affiché sa solidarité avec Téhéran devant les caméras et, dans la même déclaration, il a annoncé que la Fédération de Russie était prête à fournir des ressources énergétiques supplémentaires à la Chine et aux autres pays touchés par la crise. Lisez bien cette combinaison. Moscou affiche publiquement sa solidarité avec l'Iran tout en annonçant discrètement qu'elle est prête à remplacer le pétrole iranien sur les marchés énergétiques dont la Chine a besoin. Chaque baril de brut iranien qui ne peut pas atteindre une raffinerie chinoise à cause du blocus américain est un baril que la Russie peut maintenant vendre à la Chine à des conditions de plus en plus favorables à Moscou. Les revenus énergétiques russes ont approximativement doublé depuis le début du blocus. Selon plusieurs analystes occidentaux, la nécessité pressante de la Chine de trouver une source alternative de brut approfondit sa dépendance à l'énergie russe exactement au moment où Pékin tentait de se diversifier loin de toute source unique. La Russie ne sauve pas l'Iran, la Russie monétise l'effondrement de l'Iran, la Chine ne défend pas l'Iran. La Chine est maintenant coincée entre 3 positions impossibles, chacune accélérant les dommages politiques et économiques des 2 autres. Maintenir la relation d'approvisionnement avec Téhéran et accepter l'exposition du pipeline de composants de missiles. Éloigner Pékin de Téhéran et perdre l'accès au brut à rabais dont dépendent les raffineries TEPCO. Pivoter vers l'énergie russe et accepter une dépendance structurelle envers Moscou au moment précis où le régime de Poutine exploite la crise mondiale pour maximiser son propre levier. Aucune de ces options n'est bonne pour la Chine. Les 3 sont maintenant gérées simultanément au sein du Politburo chinois et la saisie du Tuska a réduit le délai pour choisir entre elles de plusieurs années à quelques mois. La dimension du renseignement dans ce que les États-Unis possèdent maintenant est la partie de cette histoire qui reçoit le moins d'attention dans la couverture médiatique traditionnelle. Et c'est la partie qui comptera le plus au cours des 12 prochains mois. Lorsque les marines de la 30 et une unité expéditionnaire des marines ont sécurisé les conteneurs à bord du Tuska le matin du 19 avril 2026, ils n'ont pas seulement capturé une seule cargaison de précurseurs de missiles. Ils ont capturé une image opérationnelle complète du fonctionnement du réseau d'approvisionnement Iran-Chine. Chaque conteneur que les analystes américains examinent maintenant n'est pas seulement une preuve concernant cette cargaison précise.
C'est une fenêtre sur toute l'architecture logistique qui a déplacé des matériaux sensibles entre les ports chinois et les programmes militaires iraniens depuis 4 décennies. Quelles entreprises chinoises précises ont fourni les produits chimiques au port de Gaolan? Comment les structures de paiement ont-elles été organisées pour obscurcir la chaîne de transactions à travers plusieurs juridictions? Quelles sociétés, écrans à Hong Kong, à Singapour et à Dubaï, ont servi d'intermédiaires financiers? Quels transitaires ont coordonné le mouvement entre Taikang, Zhuhai et Portland? Quelles façades corporatives en Malaisie ont géré le transbordement conçu précisément pour blanchir l'identité opérationnelle de la cargaison entre son origine chinoise et sa destination iranienne? Chaque nœud révélé par l'analyse de ces conteneurs est maintenant compromis de manière permanente pour une utilisation future. L'Iran ne peut pas simplement faire passer la prochaine cargaison par les mêmes entreprises, les mêmes ports ou les mêmes intermédiaires logistiques. Chaque maillon de la chaîne que le renseignement américain a maintenant cartographié est un maillon qui ne peut pas être réutilisé sans une quasi-certitude de détection. Reconstruire ce réseau à partir de zéro n'est pas une entreprise triviale, et ce n'est pas quelque chose qui peut être accompli pendant que le régime iranien fait simultanément face à son propre effondrement interne. Le corps des gardiens de la révolution islamique consolide actuellement son pouvoir à Téhéran tout en marginalisant les négociateurs civils. Le guide suprême est invisible au public depuis plus de 50 jours. L'économie iranienne saigne à hauteur de 500 millions de dollars américains par jour sous le blocus américain, selon les propres déclarations publiques de Trump. Les stocks de pétrole à l'île de Karg approchent de leur capacité maximale, ce qui forcera les puits iraniens à fermer dans les semaines à venir. Le rial s'est effondré au-delà de 1,32 millions pour $1 américain sur le marché noir. L'inflation frôle les 70%. Et au milieu de tout cela, on demande maintenant au régime iranien de concevoir un tout nouveau réseau clandestin d'approvisionnement en précurseurs de missiles balistiques, d'identifier de nouveaux fournisseurs chinois prêts à accepter l'exposition juridique d'être sur le radar du renseignement américain dès le premier jour, de construire de nouvelles structures de sociétés, écrans à travers de nouvelles juridictions, de développer de nouvelles routes de transbordement par de nouveaux ports, et de faire tout cela tout en opérant sous le régime de surveillance maritime le plus complet que la marine américaine ait imposé à un acteur étatique depuis la crise des missiles de Cuba en 1962. La phrase désinvolte de Trump à CNBC au sujet d'un cadeau venu de Chine n'était pas seulement du théâtre diplomatique. C'était l'annonce que le réseau d'approvisionnement avait été cartographié et que le coût d'exploitation de tout réseau successeur venait d'augmenter d'un ordre de grandeur. Les dommages causés à la capacité de production de missiles balistiques de l'Iran à court terme constituent la conséquence opérationnelle la plus immédiate de la saisie du Touzka et ils méritent d'être compris en termes concrets plutôt qu'abstraits. Selon l'analyse de The Telegraph publiée dans les jours suivant la saisie, les 5 cargaisons précédentes de l'Iris parties du port de Gaolan à bord des navires Amouna, Barzan, Shabdis, Ryan et Zardis avaient livré assez de perchlorate de sodium à l'Iran pour produire du propergol pour environ 785 missiles balistiques supplémentaires. Ce chiffre suppose des cadences de lancement iraniennes de 10 à 30 missiles par jour pendant environ un mois d'opération soutenue. Le Touzka tentait d'ajouter à ce stock lorsqu'il a été intercepté. Avec la saisie du Touzka, ce réapprovisionnement a été brisé. Avec le blocus américain plus large en place, les futures opérations de réapprovisionnement font maintenant face à un environnement de surveillance dans lequel chaque navire de l'Irisel qui approche d'un port chinois est suivi. Chaque manifeste de cargaison est analysé et chaque transbordement de navire à navire dans les eaux de l'Asie du Sud-Est est photographié. Les cadences de lancement de missiles de l'Iran contre des cibles israéliennes, saoudiennes et américaines à travers le Golfe diminueront à mesure que les stocks existants seront consommés sans remplacement. Les familles de missiles Fatah, 110, Zolfagar, Khaybar Shekan, Haj Qassem et Fatah, qui dépendent du propergol solide produit à partir du précurseur chinois, verront leur ligne de production ralentir d'abord, puis s'arrêter.
La posture de dissuasion iranienne contre Israël et les monarchies du Golfe, qui reposent depuis 2 décennies sur la menace crédible d'un bombardement massif de missiles balistiques, est maintenant dégradée de façon mesurable pour la première fois depuis que le programme a atteint une échelle opérationnelle au début des années 2010. Pour les États du Golfe qui observent tout cela et pour Israël qui l'observe avec une intensité opérationnelle particulière, la saisie du Touska offre quelque chose que des années d'arguments diplomatiques dans les chambres du Conseil de sécurité des Nations Unies n'ont jamais pu produire. Des preuves concrètes, physiques, détenues par les Américains, que le programme de missiles balistiques de l'Iran a été approvisionné par des réseaux logistiques chinois, pendant que l'Iran prétendait simultanément être ouvert à des négociations sur ses programmes nucléaires et d'armement. Riyad et Abu Dhabi sont à portée des familles de missiles iraniens que la cargaison du Touska était apparemment destinée à soutenir. Chaque missile iranien qui n'est pas produit, parce que son approvisionnement en précurseurs a été intercepté, est une arme qui ne peut pas être dirigée contre des raffineries de pétrole saoudiennes, des ports émiratis ou des bases militaires américaines stationnées à travers le Golfe. Chaque mois de production que l'Iran perd pendant que son réseau d'approvisionnement est péniblement reconstruit est une période pendant laquelle la menace de missiles contre les monarchies du Golfe est marginalement, mais mesurablement réduite. Pour Israël, l'implication stratégique est encore plus directe. La capacité iranienne en missiles balistiques est la principale menace militaire externe qui façonne la planification de défense israélienne depuis la fin des années 1990. Tout ce qui dégrade cette capacité, que ce soit par des frappes directes contre des installations de production, par des pressions de sanctions sur l'approvisionnement en précurseurs, ou par l'interdiction navale de cargaisons logistiques en transit, crée une profondeur stratégique que les planificateurs militaires israéliens valorisent en termes opérationnels concrets. Les signaux du Premier ministre Benjamin Netanyahou concernant les perspectives d'une prolongation du cessez-le-feu au Liban, apparus à proximité temporelle de la saisie du Touska, reflètent exactement ce calcul. Avec la production de missiles iraniens sous pression soutenue, avec le stock nucléaire iranien potentiellement sur la table des négociations, et avec le régime iranien lui-même en train de se fracturer de l'intérieur, l'environnement stratégique qui a contraint les options israéliennes pendant des années bascule maintenant visiblement en faveur d'Israël. Le moment de la saisie du Touska, survenu pendant que le vice-président J.D. Vance se préparait à se rendre à Islamabad pour la 2e ronde de pourparlers de paix entre les États-Unis et l'Iran, a aussi fait quelque chose à la voie de négociation qui ne peut être défait par aucune déclaration diplomatique ultérieure. Les États-Unis possèdent maintenant des preuves opérationnelles confirmées que, pendant la période active de cessez-le-feu, alors que l'Iran affirmait publiquement être prêt à négocier, la compagnie maritime d'État iranienne faisait transiter des cargaisons de composants de missiles balistiques par des ports chinois. Les hommes assis en face des négociateurs américains discutaient des conditions pendant que leur appareil d'approvisionnement militaire faisait fonctionner un réapprovisionnement en armes par les RISL. Quelle que soit l'architecture fragile de confiance qui était en cours de construction dans la voie d'Islamabad, elle est maintenant endommagée de manière permanente. Non seulement parce que le corps des gardiens de la révolution islamique a ouvert le feu sur des navires commerciaux aux premières heures du 22 avril. Non seulement parce que le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a été publiquement humilié par sa propre aile militaire, mais parce que le Touska démontre, par des preuves physiques se trouvant sous garde du département du Trésor américain, que la volonté déclarée de l'Iran de négocier et le comportement opérationnel réel de l'Iran ne sont pas alignés. Cet écart entre la rhétorique et la réalité est l'obstacle le plus fondamental à tout résultat négocié qui produirait une conformité durable plutôt qu'une pause tactique temporaire. Les négociateurs américains savent maintenant qu'ils ne peuvent pas faire confiance aux engagements verbaux iraniens. Ils doivent présumer que tout ce que l'Iran dit publiquement est contredit par ce que l'Iran fait opérationnellement. Cette hypothèse change toute la structure de tout accord que les États-Unis pourraient éventuellement accepter. Pour la Chine, la conséquence stratégique la plus inconfortable de la saisie du Touska n'est pas l'embarras diplomatique immédiat. C'est le précédent que l'opération a maintenant établi de manière permanente pour l'application navale américaine contre les navires commerciaux liés à la Chine dans toute crise future. Le navire battait pavillon iranien. La cargaison avait été chargée dans des ports chinois.
La structure de transaction passait par des chaînes d'approvisionnement chinoises. Et lorsque la marine américaine a décidé que la cargaison justifiait une interception, l'opération s'est déroulée sans friction diplomatique significative, sans réponse militaire de la Chine et sans contestation juridique réussie de quelque partie que ce soit. Les planificateurs stratégiques de Pékin tirent maintenant la leçon évidente. Si Washington était prêt à aborder un navire ayant autant de liens commerciaux chinois dans le contexte de la guerre en Iran, Washington sera prêt à aborder des navires similaires dans tout scénario futur où le renseignement américain déterminera que la cargaison justifie une saisie. Le même précédent s'applique au récif de Scarborough, en mer de Chine méridionale, où la Chine étend régulièrement la présence de sa milice maritime. Il s'applique dans le canal de Bashi, le principal passage en eau profonde que les forces navales chinoises devraient utiliser pour sortir dans le Pacifique ouvert dans tout scénario concernant Taïwan. Il s'applique dans le détroit de Malacca, par lequel environ 80% des importations d'énergie chinoise transportées par mer doivent passer en route du golfe Persique et de l'Afrique vers les raffineries chinoises. Il s'applique dans le détroit de Taïwan lui-même, où les mêmes destroyers de classe Pruance qui ont arrêté le Tuska mènent régulièrement des opérations de liberté de navigation. La géographie qui protège la navigation commerciale chinoise vient d'être démontrée insuffisante face au renseignement naval américain. Et chaque compagnie maritime, chaque intermédiaire logistique, chaque assureur commercial desservant des routes commerciales liées à la Chine est maintenant en train de réévaluer le risque de faire affaire dans toute zone maritime que la marine des États-Unis peut atteindre. Les primes d'assurance pour les navires associés aux routes commerciales Chine-Iran augmentent déjà fortement dans les jours qui suivent la saisie du Tuska. Les sociétés intermédiaires qui étaient auparavant prêtes à servir de façade corporative à ces transactions réévaluent maintenant si la valeur du contrat justifie l'exposition juridique et opérationnelle. Chaque maillon de la chaîne que le Tuska représentait est maintenant recalculé de façon indépendante par des entreprises qui ont passé des décennies à opérer dans la zone grise de l'évasion des sanctions. Certaines de ces entreprises quitteront complètement ce commerce. D'autres exigeront des frais plus élevés que l'Iran ne peut pas se permettre, compte tenu de ses pertes quotidiennes de 500 millions de dollars américains dus au blocus. L'effet cumulatif à travers tout le réseau est que le coût de faire affaire avec l'appareil d'approvisionnement militaire iranien vient d'augmenter, tandis que la capacité politique économique du régime iranien à payer ces coûts plus élevés vient de s'effondrer. Pékin ne peut pas régler ce problème en publiant des déclarations diplomatiques. Les dégâts sont déjà faits sur le plan opérationnel. Et c'est le genre de dommage qui prend des années à renverser, si cela peut même être renversé. Prenez du recul et regardez le portrait complet que la saisie d'un seul cargo dans le golfe d'Oman trace maintenant sur le paysage stratégique mondial. Un réseau d'approvisionnement en armes vieux de 4 décennies, reliant les ports chinois aux programmes militaires iraniens, a été exposé publiquement. Un levier permanent de renseignement a été placé entre les mains des Américains, pouvant être déployé dans les négociations commerciales avec Pékin, dans les pourparlers nucléaires avec Téhéran et dans la diplomatie régionale avec les États du Golfe. Simultanément, la marine des États-Unis a démontré que sa puissance maritime peut atteindre n'importe quel navire sur n'importe quelle route, quel que soit son pavillon, quelle que soit la couverture utilisée pour sa cargaison, et quelle que soit sa protection diplomatique. L'axe trilatéral Russie-Chine-Iran s'est visiblement fracturé, avec Moscou qui monétise l'effondrement iranien pendant que Pékin peine à occuper 2 positions diplomatiques incompatibles dans le même cycle d'actualité. La capacité de production de missiles balistiques iraniens a été dégradée de façon mesurable. Le réseau logistique qui devra être reconstruit fonctionne maintenant sous le régime de surveillance maritime le plus complet depuis la crise des missiles de Cuba. Et tout cela a été accompli par une seule opération d'abordage qui a duré quelques minutes, qui n'a nécessité aucun processus d'approbation diplomatique, qui n'a généré aucune réponse militaire significative d'aucune partie, et qui a produit des preuves qui resteront sous garde américaine et dans les calculs de levier américains pendant les années à venir.